Bonjour, je suis le sergent de section KFRO et aujourd'hui je vais donner le cours M436.01 qui est Expliquer les vents. Mon objectif, c'est que vous soyez capable d'expliquer et de décrire les vents. C'est un cours important parce que les connaissances sur les vents sont importantes aux pilotes qui vont devoir utiliser leurs connaissances sur les vents pour déduire la direction et la vitesse des vents durant toutes les étapes d'un vol. Être capable d'expliquer les vents, ça fournit beaucoup de connaissances supplémentaires sur l'aviation et ça fait partie des notions fondamentales que vous auriez besoin si vous poursuivez votre instruction en aviation justement. Avant tout, on se rappelle que les vents sont créés par les différences de pression. Donc les hautes pressions vont toujours vouloir combler les basses pressions. Il y aura un déplacement de vent, donc des hautes pressions vers les basses pressions. Je vais commencer le point d'enseignement 1, en expliquant les vents de surface. Les vents de surface, c'est les vents que vous et moi rentrons en contact chaque jour qu'on sort dehors, en fait. C'est les vents qui sont, comme ça dit, à la surface de la Terre. Donc, ce qui affecte nous qui marchons, les voitures, les arbres, puis tous ces autres phénomènes-là, ça c'est les vents de surface. Le vent est un facteur important dans la planification et les caractéristiques des vols. Les pilotes doivent demeurer au courant de la direction et de la vitesse du vent pendant le vol, en particulier lorsque l'avion est près du sol, au décollage et à l'atterrissage. La friction de surface joue un rôle important dans la vitesse et la direction des vents de surface. La friction entre l'air et le sol ralentit l'air, et par conséquent la vitesse du vent est inférieure à celle qu'on attendrait normalement pour le gradient de pression. La friction change aussi la direction, ce qui fait que le vent souffle à travers les isobores vers le centre de la zone de basse pression et loin du centre de la zone de haute pression. L'effet de la friction de surface ne s'élève normalement pas sur une altitude de plus de quelques milliers de pieds dans l'air. À 3000 pieds au-dessus du sol, le vent souffle parallèle aux isobores, à une vitesse proportionnelle au gradient de pression. Les collines et les vallées font dévier considérablement la circulation d'air associée au système de pression dominante et au gradient de pression. Les vents anabatiques et katabatiques et les ondes orographiques constituent des exemples de phénomènes de vent dans les régions montagneuses. Maintenant, je vais rentrer un peu plus en détail sur les vents anabatiques et katabatiques. La nuit, les côtes des collines se refroidissent. L'air qui entre en contact avec eux devient plus froid et plus dense. Et ils descendent le long des pentes jusque dans les vallées. Un vent katabatique est le terme pour désigner les vents descendants qui soufflent à partir d'une altitude élevée et descendent en pente vers les vallées situées plus bas. Si les pentes sont recouvertes de glace et de neige, le vent anabatique transporte aussi de l'air dense et froid vers les vallées plus chaudes pendant le jour. Les vents anabatiques soufflent pendant le jour lorsque les pentes des collines non recouvertes de neige sont chaudes. L'air en contact avec elles devient plus chaude et moins dense, il circule donc vers le haut des pentes. Un petit truc qu'on peut se rappeler pour distancier les vents anabatiques et katabatiques. Donc Ana monte la montagne comme anabatique, puis l'autre c'est l'autre. Maintenant je vais rentrer plus en détail dans les ondes orographiques. Normalement, l'air qui circule à travers une chaîne de montagnes monte doucement le long de la pente de la chaîne. Une fois en haut, il descend de l'autre côté avec une force considérable, en bondissant en haut et en bas, en créant des contre-courants et de la turbulence. Il crée aussi des ondes verticales puissantes qui peuvent circuler sur de grandes distances dans la direction sous le vent de la chaîne de montagne. Ce phénomène se nomme onde orographique. Les conditions d'onde orographique les plus graves sont créées par des circulations d'air intenses qui soufflent à angle droit par rapport à la chaîne de montagne, alors que l'air est très instable. Si la masse d'air contient un niveau élevé d'humidité, des nuages d'un aspect très particulier se formeront, ce qui servira d'avertissement aux pilotes. L'ascendance orographique entraîne la formation d'un nuage en capuchon le long du sommet de la chaîne de montagne. Des nuages lenticulaires en forme de lentille. Ils se forment dans l'ondulation de la crête en haut et sont en bandes qui peuvent s'allonger bien au-delà des 40 000 pieds. Les nuages de tourbillons d'aval ressemblent à de longues lignes de stratocumulus et se forment dans le contre-courant en aval. Les ondes orographiques peuvent causer de nombreux dangers pour un aéronef. Par exemple, des courants descendant à une vitesse de 2000 pieds à la minute le long de la pente descendante. De la turbulence extrême dans la couche d'air entre le sol et le sommet des nuages de tourbillons. Le fort cisaillement du vent causé par la variation de la vitesse du vent entre les crêtes et à travers les ondes. Un givrage fort causé par de grosses gouttelettes surfondues
soutenus par des courants dominants verticaux. Et une erreur d'altimètre de plus de 3000 pieds supplémentaires en raison de l'augmentation de la vitesse du vent, accompagnée par la réduction de pression. Finalement, pour le point d'enseignement 1, je vais faire la différence entre une rafale et un grain. Une rafale consiste à une variation de la vitesse du vent, rapide et irrégulière, et elle peut être associée à un changement rapide de la direction du vent. Les rafales sont causées par la turbulence mécanique, qui est le résultat de la friction entre l'air et le sol et du réchauffement inégal de la surface de la Terre, en particulier pendant les chaudes après-midi d'été. Un point supplémentaire sur les rafales. Les rafales représentent un danger pour les planeurs en raison de leur poids léger et de leur vitesse de décrochage relativement peu élevée. Par conséquent, le programme de vol à voile des cadets de l'air a un différentiel de rafale permissible maximal de 10 nœuds, ou 12 000 à l'heure. Pour toute rafale supérieure à cette valeur de 10 nœuds, il faudrait mettre fin immédiatement aux opérations de vol à voile. Donc c'est pour ça que des fois, les journées planeurs sont annulées, parce que justement le vent est trop fort pour le poids léger des planeurs. Maintenant, un grain. Un grain consiste à une augmentation soudaine de la force du vent d'une durée supérieure à celle d'une rafale. Comme cette dernière, il peut être accompagné d'un changement rapide de la direction du vent. Les grains peuvent être causés par le passage rapide d'un front froid ou d'un orage. On est rendu aux questions pour confirmer le point d'enseignement 1. Vous pouvez répondre dans votre tête, à voix haute, ou encore mieux à l'écrit, comme ça vous allez plus vous en rappeler et peut-être mieux comprendre. C'est correct si vos réponses sont pas exactement ce que je vais dire. Tant que l'idée générale est là, ça veut dire que vous avez compris. Si vous n'avez pas la bonne réponse de très loin, c'est pas grave non plus, puisque là vous allez pouvoir comprendre et apprendre de vos erreurs. Première question. Expliquez ce qu'est le vent anabatique. Deuxième question. Quels types de nuages sont causés par les ondes orographiques? Question 3. Qu'est-ce qui est l'origine des rafales? La réponse à la question 1 qui était expliquer ce qu'est le vent anabatique. La réponse était le vent anabatique souffle pendant le jour lorsque les pentes des collines non recouvertes de neige sont chaudes. L'air en contact avec elles devient plus chaud et moins dense. Il circule donc vers le haut des pentes. La question 2 était quel type de nuages sont causés par les ondes orographiques. La réponse était les nuages en capuchon, les nuages lenticulaires et les nuages de tourbillon. La question 3 était qu'est-ce qui est l'origine des rafales. La réponse recherchée était les rafales sont causées par la turbulence mécanique qui est le résultat de la friction entre l'air et le sol et du réchauffement inégal de la surface de la Terre. Pour le deuxième point d'enseignement, je vais décrire les courants de jet. Les courants de jet consistent à des bandes étroites de vent qui circulent à des vitesses extrêmement élevées et qui existent dans les niveaux élevés de l'atmosphère, à des altitudes de 20 000 à 40 000 pieds ou plus. Ils se déplacent de l'ouest vers l'est et sont normalement d'une largeur de 30 000 marins et d'une épaisseur de 3 000 à 7 000 pieds. Les vents au cœur d'un courant de jet se déplacent généralement à une vitesse de 100 à 150 nœuds et peuvent atteindre une vitesse aussi élevée que 250 nœuds. Dans l'hémisphère nord, on connaît deux tels courants. Le courant jet de l'altitude moyenne, polaire, lequel affecte habituellement le climat de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Asie, et le courant jet subtropical. Lorsque le courant jet de la latitude moyenne est plus au nord, au Canada, les températures au sud de celle-ci ont tendance à être plus douces et moins froides. Lorsque ce courant jet se déplace vers le sud, au cœur des États-Unis, particulièrement en hiver, des températures très froides, souvent extrêmes, prévalent à la surface du côté nord du courant jet.
Il est important de connaître l'emplacement d'un courant de jet lorsqu'on planifie des vols de longue distance à haute altitude. Par exemple, pour un vol en direction de l'est, un pilote voudra tirer profit d'excellents vents arrière provenant d'un courant de jet. Pour un vol en direction de l'ouest, il faudra éviter les vents. C'est pour ça que ça prend moins de temps aller en Europe que revenir de l'Europe en avion. Pour clore le point d'enseignement 2, je vais parler des turbulences en air limpide, ou CAT. La CAT est une condition atmosphérique agitée et turbulente qui se produit dans un ciel sans nuages. Elle prend place à haute altitude, normalement au-dessus de 15 000 pieds, et elle est plus grave à près de 30 000 pieds. L'endroit le plus probable où l'on peut s'attendre à voir une CAT est tout juste au-dessus du cœur d'un courant de jet. Il est presque impossible de prévoir un CAT, et elle peut être assez grave pour représenter un danger pour les avions de haute performance modernes. Il est donc important que les pilotes connaissent les régions où les CAT sont les plus susceptibles de se produire pour qu'ils puissent les éviter le plus possible. Maintenant, les questions pour le point d'enseignement 2. Encore une fois, vous pouvez répondre dans votre tête, à voix ou encore mieux, à l'écrit. Première question. Que sont les courants de jet? Deuxième question. Dans quel sens les courants de jet circulent-ils? Question 3. À quel point la turbulence en air limpide risque le plus de se produire? La réponse à la question 1, qui était « Que sont les courants de jet ?» était « Les courants de jet consistent à des bandes étroites de vent qui circulent à des vitesses extrêmement élevées et qui existent dans les niveaux élevés de l'atmosphère, à des altitudes de 20 000 à 40 000 pieds ou plus. » La question 2 était « Dans quel sens les courants de jet circulent-ils? » Eh bien, ils circulent de l'ouest vers l'est. La troisième et dernière question était à quel point la turbulence en air limpide risque le plus de se produire? Eh bien, la réponse anticipée était la turbulence en air limpide, ou CAT, est susceptible de se produire tout juste au-dessus du cœur d'un courant de jet. Là, ça va être les questions pour l'ensemble du cours. Question 1. Qu'est-ce que les pilotes doivent savoir lorsqu'ils sont près du sol lors d'un décollage ou d'un atterrissage? Question 2. Donnez des exemples de phénomènes venteux dans les régions montagneuses. Question 3. Quelle est la plage de vitesse du vent au cœur d'un courant de jet? Au plus, le minimum, maximum ou la moyenne. Les réponses anticipées. Question 1 qui était qu'est-ce que les pilotes doivent savoir lorsqu'ils sont près du sol, lors d'un décollage ou d'un atterrissage? Eh bien, la réponse était la direction et la vitesse du vent. La question 2 était donner des exemples de phénomènes venteux dans les régions montagneuses. Des exemples de réponses auraient pu être les vents catabatiques, les vents anabatiques et les ondes orographiques. La question 3 était quelle est la plage de vitesse du vent au cœur d'un courant de jet? La réponse recherchée était de 100 à 150 nœuds, mais il peut atteindre une vitesse aussi élevée que 250 nœuds.
Finalement, le vent est un facteur important dans la planification et les caractéristiques des vols. Les pilotes doivent demeurer au courant de la direction et la vitesse du vent tout au long du vol. Il est essentiel de connaître les vents avant de suivre l'instruction ultérieure dans les domaines de l'aviation et d'exécuter des fonctions d'instruction à l'escadron par exemple. Donc, j'ai fini. J'espère que vous avez apprécié le cours et que vous avez trouvé ça instructif. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me contacter, ça va me faire un plaisir de vous répondre. Sur ce, passez une bonne soirée et à la semaine prochaine.